Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ensemble jusqu'à 20h avec les enjeux de la rénovation énergétique. La loi climat et résilience votée en août 2021 implique une mise aux normes des logements en matière de performance énergétique. Au 1er janvier 2022, sur l'ensemble du parc immobilier français, on estime à plus de 7,2 millions de logements dits passoires thermiques et énergétiques. Constat, solution, faut-il craindre ou aider les Français ou les contraindre? On en parle dans quelques instants. Comment savoir si votre logement est une passoire thermique et quelles sont les aides en cas de travaux? Depuis le 1er janvier, les propriétaires sont soumis à de nouveaux devoirs. À qui s'adresser pour un audit énergétique? Comment éviter les fraudes? Qui pour réaliser les travaux? Quelles sont les aides? MaPrimeRénov' est-elle une aubaine pour qui? On vous dit tout. Et puis, qu'en est-il pour les propriétaires bailleurs et les bailleurs sociaux surtout? Comment sont-ils soutenus par le gouvernement? Sont-ils prêts à temps? Seront-ils prêts à temps? Auront-ils les ressources financières pour faire face aux investissements colossaux? C'est la grande question aussi. Absolument, rénovation énergétique, c'est un chantier énorme. Les entreprises sont-elles suffisamment formées à la rénovation énergétique? Avons-nous suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux enjeux? Existe-t-il des formations? Le prix des matières premières et les coûts de l'énergie ne vont-ils pas freiner la dynamique? Vous pouvez nous appeler pour témoigner et vous poser vos questions au 0826 300 300. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et pour parler de ces enjeux de la rénovation, avec nous Laetitia Caron, qui est directrice générale de PAP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue. Édouard Barthès, fondateur et président du groupe EBS et président de Symbiote Mouvement, qui est un syndicat multibranche des industries et des opérateurs de la transition énergétique. Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. La première question, peut-être c'est un rappel de la loi, Édouard Barthès, pour qu'on comprenne effectivement ce que dit la loi aujourd'hui et en quoi ça concerne la maison. Alors, ce que dit la loi, pour être le plus simple et le plus clair possible, c'est d'entreprendre des travaux de rénovation quand vous souhaitez mettre votre logement à la location. Oui. Donc ça, c'est la première étape. On a une loi qui vient contraindre les propriétaires pour très clairement rénover leur logement de façon à ce que les locataires puissent avoir un logement décent. Donc ça concerne les classifications F et G. Et donc il y a une interdiction à la location de ce qu'on appelle des passoires thermiques. Et ça, c'est applicable depuis janvier 2023. Alors le constat est assez fou, 7,2 millions de logements, c'est colossal dans un pays comme la France, 10 passoires énergétiques. Combien de personnes sont impactées? Parce que 7,2 millions de logements, c'est pas 7,2 millions de personnes. Alors, combien de personnes sont impactées? On peut considérer que c'est en effet plusieurs dizaines de millions potentiellement. Oui. Et ce sont, alors d'un côté des propriétaires, et beaucoup de propriétaires, nous on a, je dirais, tous les jours en ligne des propriétaires qui sont extrêmement... j'ai envie de dire perdus, c'est-à-dire beaucoup de gens qui entendent évidemment parler de ces sujets, qui à la fois, je dirais, sont conscients des enjeux sur le climat. Hein. Nous, on a fait une étude. Oui, j'allais venir justement sur le fait que plein de gens ne sont pas au courant de cette loi, en fait, les propriétaires aujourd'hui. Alors, beaucoup ne sont pas au courant, ou en tout cas on a entendu parler, mais c'est flou. Nous, quand on a fait l'étude, ce qui ressort, c'est que la plupart des propriétaires bailleurs, en tout cas une grande majorité de propriétaires bailleurs, sont conscients des enjeux climatiques et ne sont pas des gens qui se fichent de la problématique de climat. Mais en revanche, ce sont des gens pour beaucoup qui sont un peu dans le flou parce que on parle de beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure, il y a quelques instants, des interdictions de location. En fait, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, pour les nouveaux contrats de location, ce qui est interdit à la location, ce sont les classements G+. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'on ne va pas apporter du flou. Déjà, c'est compliqué. C'est un peu une usine à gaz. Voilà, donc il y a une partie qui sont interdits depuis le 1er janvier. Les F et G ne sont pas encore interdits. Les G vont être interdits à partir de 2025. Les F à partir de 2028. Mais vous voyez, beaucoup de gens sont perdus à savoir, est-ce que ça me concerne déjà ou pas? Quand est-ce que ça va me concerner? Et puis, pour pas que ça me concerne, qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu le flou pour beaucoup de monde. Édouard Barthès, là on parle effectivement des gens qui louent leurs appartements ou leur maison, mais on parle aussi des propriétaires qui à un moment donné voudront vendre aussi leurs biens, et là ça va devenir compliqué aussi. Est-ce que finalement on n'est pas dans un marasme
Parce qu'on a l'impression que plus personne ne comprend rien en fait. On ne comprend pas si on est éligible ou pas, à qui il faut s'adresser. Il y a une espèce de flou artistique. On nous dit qu'il y a des aides, qu'il n'y en a plus. Ça change tous les ans. C'est quoi la règle aujourd'hui ? Alors la règle, enfin déjà moi ce que je répète à longueur de journée, c'est que tout le monde a droit à quelque chose. Que vous soyez propriétaire, que vous soyez locataire, que vous soyez dans une situation de précarité ou que vous ayez des revenus très confortables, l'intégralité aujourd'hui ce qu'on appelle nous des cibles, des bénéficiaires ont droit à des aides. Après, ces aides vont varier en fonction du niveau de vos revenus, en fonction de votre classification énergétique, en fonction de votre situation, si vous êtes propriétaire, locataire, en copropriété, en maison individuelle, mais l'important, tout le monde a le droit à quelque chose. Après, effectivement, c'est devenu très compliqué parce qu'on a de plus en plus de dispositions qui viennent se superposer. Vous avez parlé effectivement de l'interdiction des locations pour les passoires thermiques. Et effectivement, l'État a reculé puisque effectivement ça devait déjà démarrer en 2023, puis 2025 et 2028. Il y a aussi des aides qui ont été mises en place, qui ont été annulées, qui ont été réduites, qui sont revenues au goût du jour. Donc il y a beaucoup. Mais vous effectivement. vous rendez compte comment on peut comprendre tout ça ? C'est très difficile et aujourd'hui l'enjeu des sociétés comme les nôtres et c'est aussi tout le sens du syndicat, c'est vraiment le premier message de dire tout le monde a le droit à quelque chose. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est prenez le temps de regarder. On est là pour vous accompagner. Notre devoir, et les mots ont un sens, donc c'est pour ça que j'utilise le terme devoir, c'est vraiment de faire de la pédagogie. Je suis d'accord, Édouard Barthès, mais vous avez mis en place un syndicat. On a l'impression que tout le monde, vous regardez les pubs, à 1 euro, on refait votre maison. On a l'impression que c'est tout et n'importe quoi. Comment être sûr des entreprises ? C'est ça le problème aussi. Alors, il y a plusieurs questions, Cécile, si je peux me permettre dans ce que vous venez de dire. Déjà, le 1 euro existe vraiment. Oui. C'est important. Je suis pas un grand défenseur du 1 euro, mais c'est quelque chose qui permet, pour des ménages très précaires, de réaliser des travaux. Donc le 1 euro existe vraiment. C'est un financement intégral qui est pris en charge par les certificats d'économie d'énergie. Donc en fonction du type de travaux, le 1 euro est une symbolique. Ce qu'on cherche à dire, c'est qu'il y a une prise en charge totale du coût des travaux. D'accord. Ça vaut pour le coût de l'isolation de combles, ça vaut pour des travaux de rénovation globale, c'est-à-dire une isolation, un remplacement de chauffage. Ça existe en fonction de certains critères de revenus, mais oui, c'est efficace, ça fonctionne, et des centaines de milliers de Français en ont bénéficié. C'est important de le souligner. Ensuite, dans l'autre partie de la question, Cécile, c'est aujourd'hui comment on s'y retrouve et comment on choisit l'entreprise. Ah oui. Comment on choisit une entreprise ? L'État a légiféré et a mis en place un label de qualité qui s'appelle le label RGE. Donc là, l'entreprise qui fait des travaux a un label reconnu garant de l'environnement qui permet aux particuliers de se reconnaître. Et on sait que l'entreprise que l'on va sélectionner a des garanties décennales, a des qualifications techniques et que donc vous faites venir un vrai professionnel digne de ce nom. Donc la qualification RGE qui a été mise en place par l'État est un signe de reconnaissance qui permet de sélectionner une entreprise dite de qualité. Et simplement pour terminer, excusez-moi, il est important de préciser qu'évidemment qu'on peut rencontrer des sociétés RGE peu scrupuleuses. Comme dans toutes les sociétés, on a massifié, on a fait de la quantité parce que le chantier de la rénovation énergétique est énorme, c'est gigantesque, on en a bien conscience. Donc il y a énormément de sociétés qui sont parties sur ce créneau. Et donc, parmi ces labels, effectivement, il y a des sociétés qui ont pu avoir des malfaçons, qui ont pu être opportunistes, rentrer dans un schéma avec des dérives, on est absolument d'accord. Et donc, j'invite tous les particuliers, avant de sélectionner son entreprise, à regarder les avis sur Internet, à se renseigner, à voir s'il y a de la recommandation, du parrainage, si la société existe. Si vous voyez des camions, c'est des signes qui sont très simples, parce que la société existe. J'ai souvent tendance à rappeler, et je m'arrêterai là, que quand on n'a rien à se reprocher, il n'y a rien à cacher. Donc, quand on fait appel à une société, elle doit être visible et reconnaissable. Ça, c'est un signe qui prouve que on a peut-être une chance d'avoir une société de qualité et à proximité. C'est important. Laetitia Caron, on peut dire que vous êtes des professionnels du logement, location et vente chez PAP. Est-ce qu'il y a déjà une crise du logement qui dure en France ? On en parle, mais ça date depuis 1945, donc ça date quand même un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des logements qui vont devenir impossibles à louer, des logements qui vont être invendables, sauf à perdre un argent monstrueux, et qu'on ne va pas aggraver la crise du logement ?
Alors évidemment, en effet, c'est un risque C'est une assez question qui se important. pose, hein. C'est une question qui se pose et même qui s'impose. qui en tout cas qui se précise. Globalement, les chiffrages aujourd'hui sont pas extrêmement précis, mais on estime à en effet plusieurs millions de logements qui pourraient être retirés du marché locatif d'ici 2 ans. Hein. Les classements F et G sont vraiment représentent quand même 17% du parc. C'est énorme. Donc c'est des millions de logements. Et on estime même, puisque on parle de F et G, mais à l'horizon 2034, ce sont les logements classés E qui seront aussi concernés, que ça pourrait concerner 11 millions de logements qui seraient retirés du marché. Donc c'est énorme. Et donc, excusez-moi, mais à 3 personnes par logement, ça fait 33 millions d'habitants, c'est la moitié de la population. C'est complètement fou. Ouais, c'est fou. c'est toute la question, j'allais dire, du problème de comment on gère ces problèmes de rénovation énergétique, on va dire, qui sont nécessaires probablement, mais en même temps, dans un calendrier qui est court, parce que ce sont des travaux à une échelle extrêmement importante, qu'il faut financer, sur lesquels il faut de la main-d'œuvre, il faut des matériaux. C'est ça. On est dans un contexte en plus où le prix des matériaux explose, donc avec beaucoup de propriétaires. Faut rappeler d'ailleurs que beaucoup de propriétaires bailleurs sont des petits propriétaires, hein, sont des gens qui ont 1-2 appartements, qui sont Oui, c'est pour la retraite. Hein, Voilà, faut un rappeler peu quand de même. beurre dans les épinards à la retraite. qui ne sont pas des gens qui ont d'énormes revenus ou d'énormes capacités d'épargne, et donc il va falloir financer ces travaux. C'est un vrai problème aussi. Il y avait les vœux hier, Édouard Barthès, justement de l'Agence nationale de l'habitat, qui a annoncé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, 700 000 logements rénovés en 2022. Est-ce qu'on va vers le positif ou ça cache des choses quand même ? Alors c'est extrêmement positif parce que 700 000 logements, il y a une dynamique, donc ça c'est important à souligner, mais, et comme très souvent il y a un mais, il faut rentrer à l'intérieur de ce chiffre. 700 000 logements, c'est ce qu'on appelle des rénovations assez simples globalement, qui concernent un seul acte. On a assez peu de travaux lourds, c'est-à-dire de travaux de rénovation globale qui auront une réelle économie d'énergie et un impact sur le logement. Ça, c'est le premier point. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été faits qui concernent aussi des audits énergétiques, donc ça c'est important de le souligner. L'audit énergétique étant la photographie à un instant T du logement qui permet de savoir par où je commence quelque part. Donc c'est vraiment une clé, c'est quelque chose de central dans les travaux de rénovation, en fait. C'est le point de départ. Mais encore une fois, lors des vœux de l'ANA, pour les avoir suivis, alors à distance, j'ai pas pu m'y rendre, mais effectivement, on a souligné cette dynamique. Moi, je nuancerai un petit peu le propos. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, je pense qu'on va en parler. Probablement des auditeurs vont nous contacter. Il y a des dossiers qui fonctionnent mal, notamment sur MaPrimeRénov'. Il y a des retards dans le paiement des entreprises. Il y a des particuliers qui ne s'y retrouvent pas. Il y a des blocages sur la plateforme. Donc oui, on a le mérite aujourd'hui d'avoir quelque chose, mais ce quelque chose est très imparfait. Je pense qu'on doit le professionnaliser. Mais est-ce qu'on sera dans les temps ? Parce que là, quand je vous entends tous, je commence à me poser des questions, parce qu'il y a quand même une échéance qui va arriver vite, Édouard Barthès, ou voilà. Est-ce que on va être prêt ? J'ai l'impression qu'on ne sera pas prêt du tout. Il va falloir aller à Lourdes. Bah oui, par un miracle. En tout cas, il y a déjà des signaux. Alors, par exemple, l'audit énergétique qui était censé entrer en vigueur en septembre 2022, donc c'est un audit qui concerne, je le rappelle, dans le flou, rappelons dans les précisions, un flou artistique. Voilà, qui concerne en fait les logements F ou G qui sont mis à la vente. En fait, cet audit énergétique était censé être obligatoire pour les logements vendus à partir du 1er septembre 2022. Il a été reporté au 1er avril 2023. Parce que a priori c'était pas, enfin la profession n'était pas prête. Une farce, un 1er avril, mais c'est pas une farce. Voilà, et qu'on n'était pas prêt. Donc voilà, ça illustre, et ça fait partie aussi de tout ce flou, c'est qu'il y a sans arrêt des reports et finalement on sait plus très bien où on en est à chaque fois. Et ben voilà, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ces passoires thermiques justement. Quelles sont les aides, quels sont les travaux possibles, voilà, et finalement vers qui il faut se tourner et comment je peux savoir que mon appartement est une passoire thermique. On vous donnera des clés avec ces professionnels, bien entendu, qui sont avec nous. Édouard Barthès, de ce syndicat Symbiote Mouvement, et puis Laetitia Caron, directrice générale de PAP. Vous restez avec nous, 0826 300 300. Vous avez des questions à poser, ça tombe bien. Ils sont là pour vous répondre. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables.
Bienvenue dans les vraies voix responsables. On parle de rénovation énergétique, un sujet important avec des enjeux aussi importants. Et pour en parler, nos invités, Laetitia Caron est avec nous, directrice générale de Particulier à Particulier, et Édouard Barthès, fondateur et président du groupe EBS et président de Symbiote Mouvement, qui est le syndicat multibranche des industries et des opérateurs de la transition écologique. Donc aujourd'hui, beaucoup de questions se posent. Beaucoup de petits propriétaires se disent, bah oui, est-ce que je suis une passoire thermique ou pas une passoire thermique, comme on le sait. On va vous poser la question, Édouard Barthès, comment sait-on qu'on est ou pas une passoire thermique ? Alors tout simplement, la première étape, encore une fois, c'est de faire un audit. Et pour faire un audit énergétique, il y a des financements, puisque MaPrimeRénov', en fonction de vos critères de revenus, finance de 50 à 90% le montant de votre audit. Donc un audit énergétique, c'est en moyenne 500 €. Oui. Donc vous avez une prise en charge de 50 à 90% de ce montant. Et donc vous devez faire appel à un auditeur qui va se déplacer chez vous. Il a deux grandes missions. La première, c'est de faire un état des lieux, donc une photographie de votre logement. Et donc il va vous définir une classification énergétique, ces fameuses lettres qui vont de A à G. Et dans un second temps, sur cet audit, vous devez retrouver des préconisations de travaux. Donc vous allez avoir des conseils et le montant des aides financières qui sont allouées si vous entreprenez ces fameux travaux. Et ils sont calculés, forcément, ce qu'on disait tout à l'heure, de A à G, c'est ça ? Absolument. Ouais. Ouais. Comment, aujourd'hui, à quel moment on se dit, est-ce que ça peut donner une valeur différente à sa maison, à son appartement ? On loue pas forcément, on se dit qu'à un moment donné, on va la vendre. Forcément, quand on est A, on est très très bien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des appartements ou des immeubles ou des maisons en A ? Ça existe aujourd'hui ? On se pose la question. Oui, Alors oui, ça existe, notamment des constructions neuves qui sont classées A. Ce qui est certain, c'est que on ça doit commence être un tout petit parc quand même. Non ? Alors oui, Non. j'ai pas le chiffre précis en tête, mais oui, c'est une toute petite partie du parc. Tous les logements, si je peux me permettre, globalement de moins de 10 ans. Oui. Sont A ou B. Ah d'accord, Voilà. oui ok, très bien, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui est certain, pour répondre à votre question sur la valeur, c'est qu'on commence en effet à observer que la valorisation du logement est quand même impactée par la lettre, évidemment, notamment parce que quand vous êtes F ou G et qu'il y a des travaux à envisager, même pas forcément d'ailleurs pour mettre en location, hein, mais basiquement parce qu'aujourd'hui les gens sont quand même conscients, et en particulier avec la crise énergétique qu'on connaît, sont quand même conscients de ce que ça l'impact, coûte. de ce que ça coûte. Oui. Donc oui, on commence à voir ça. Les banques commencent aussi à prendre en compte la classification énergétique dans j'allais dire la qualité du dossier, donc l'octroi des prêts. Donc oui, ça commence à avoir un impact et ça, c'est un enjeu qui est important pour beaucoup de propriétaires. On parle beaucoup de cette rénovation énergétique, Édouard Barthès, mais on se dit pour des appartements comme des appartements haussmanniens, comme des appartements qui sont un peu atypiques, on va vous dire on peut pas mettre de la laine de verre forcément sur la façade parce que c'est classé ou c'est haussmannien. Oui. On va le mettre à l'intérieur, mais du coup on va perdre des mètres carrés. Donc ça aussi, ça va avoir un impact sur le coût final. Absolument. Donc moi j'ai toujours tendance à décortiquer quelque part la rénovation énergétique en trois. La maison individuelle, l'appartement. Oui. L'appartement qui, pour moi, est égal à copropriété, avec tout ce que ça comprend, et les bâtiments tertiaires. Effectivement, dans le cadre des copropriétés, vous avez un enjeu déjà où il faut que chacun s'entende. Ça, c'est le premier point, se mettre d'accord, vote des travaux. Donc, vous avez une inertie. Il faut voter ensuite la typologie des travaux et on arrive vite sur des travaux d'isolation de murs ou sur de l'haussmannien, vous l'avez dit, donc sur une typologie particulière de bâtiment. On a du mal aujourd'hui techniquement à reproduire à l'identique un mur par l'extérieur et on perd des mètres carrés à l'intérieur. Très souvent, l'haussmannien, c'est dans des grands centres-villes, donc avec un prix de mètre carré élevé. Et donc, on a du mal à choisir entre une ITI, une isolation thermique par l'intérieur, ou une ITE, une isolation thermique par l'extérieur, tout simplement parce que des sociétés qui ont les capacités de reproduire à l'identique de l'ITE en haussmannien sont très très rares. Oui, et puis c'est très très cher surtout. Oui, c'est très très cher. Ouais, là, c'est pas couvert par MaPrimeRénov'. Non. C'est ça. Laetitia Caron, en préparant l'émission, on voit il y a des gens, ils ont fait des travaux considérables, ils sont passés de G à F. Est-ce qu'il n'y a pas certains logements? Alors, il y avait même des cas fous. Le type qui est au dernier étage d'une copro, parce qu'il y a les combles au-dessus, il peut pas mieux isoler, et les autres copropriétaires veulent pas voter de travaux parce que eux, ils sont pas concernés et ils ont pas de problème. Est-ce que finalement, ça rend pas certains logements qui vont devenir, malgré eux, insalubres?
Alors, je pense que dans la durée, on va trouver des solutions parce qu'à un moment donné, il faut espérer. Mais c'est le cas qui était évoqué à l'instant, c'est-à-dire que un copropriétaire au dernier étage, en effet, lui, va avoir besoin d'isoler par les combles. Oui. Celui qui est au premier, il n'est pas concerné par ça. Donc, il est souvent pas hyper enclin à avoir un montant de charge travaux qui explose. Il aime bien le voisin, mais pas à ce point. Bon, donc après, va y avoir, je pense, quand même dans la durée, mais tout ça est long à se mettre en place parce que c'est une conscience, on va dire, collective. C'est aussi des actions qui vont devoir être menées à l'échelle des copropriétés et en discussion, parce que à la fin, ça a quand même un impact, je pense, sur l'ensemble de la copropriété. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui et que y a des cas très, je dirais, compliqués pour certains propriétaires qui n'arrivent pas à obtenir un accord de leur copropriété. Bon, on parle des petits propriétaires, mais il y a aussi les bailleurs sociaux et les grands propriétaires. Mathieu Neudonchel est avec nous, directeur général du groupe CISN à Saint-Nazaire et vice-président de Procidis Logement Social. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Le panorama 2023 des travaux de rénovation énergétique, forcément, pour vous, c'est un investissement colossal. Aujourd'hui, vous représentez 60 000 logements sociaux. Quelle relation vous avez avec le gouvernement, ou en tout cas avec les aides aujourd'hui ? Alors, pour les bailleurs sociaux, c'est un sujet qui n'est pas entièrement nouveau. Ça fait quand même un certain temps qu'on faisait des rénovations de façon très très régulière sur notre parc. Donc, on est plutôt en avance par rapport au parc privé. Les F et G restent, ils existent encore, et d'ailleurs c'est les plus compliqués, ceux qu'on a gardés l'an dernier, mais on est plutôt en train de s'attaquer aux E aujourd'hui. On a toujours dans l'histoire été quand même accompagné. Il y a eu des aides européennes et des aides d'État. Il y a eu aussi beaucoup de fonds propres des bailleurs sociaux qui ont été investis. Donc les relations, forcément, on a une obligation maintenant réglementaire. On a comme les propriétaires privés, on a cette insalubrité qui est potentielle, donc il faut anticiper. Donc effectivement, on a deux phénomènes. On est comme les propriétaires privés. D'une part, même si on a pris de l'avance, on a les F, les G et les E qui arrivent avec des dates, et donc il faut qu'on s'y prépare. Et puis en même temps, ceux qu'on a gardés dans notre parc, on a choisi nos priorités. Ceux qu'on a gardés, qu'on a fait en dernier, c'est bien sûr les plus compliqués, parce qu'ils sont dans des lieux où il y a des contraintes d'architectes des bâtiments de France, il y a des contraintes techniques. Donc c'est vrai qu'on est à un moment où en fait on se retrouve dans le dur, et en plus avec des contraintes réglementaires qui elles aussi sont vraiment dans le dur. Mais est-ce que ces investissements vont faire monter mécaniquement le prix des loyers ? Ah non, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est la contrainte qu'on a tant privé que public, que parc social. En fait, on a des loyers qui vont rester grosso modo les mêmes, alors qu'on aura des investissements à faire. Donc effectivement. Comment on va équilibrer les comptes, parce que ça paraît un peu compliqué? C'est un investissement, c'est une obligation de la loi. Donc en fait, on est en train de comparer des scénarios qui sont soit je fais rien et mon logement devient indécent, ou soit je fais quelque chose et je continue à le louer. Donc de toute façon, la comparaison, elle est entre deux éléments et on ne peut pas faire autrement. Alors on a quand même quelques mécanismes dans le logement social qui permettent de répercuter partiellement une partie de l'investissement de travaux dans le loyer, le montant du loyer. Donc ce qui fait que nous, quand on réalise des réhabilitations, on associe au préalable l'ensemble des locataires et on leur expose la situation. On leur dit voilà, vous allez gagner, on estime telle charge. Eh bien, il y aura une petite augmentation de loyer qui sera partiellement, qui prendra que partiellement évidemment les gains de la rénovation. Et donc c'est vrai qu'on a quand même cette petite possibilité là, mais encore une fois, c'est partiel. C'est utile, mais c'est partiel. Donc il reste quand même des fonds propres importants à mobiliser par l'entreprise. Laetitia Caron, je crois, voulait réagir. Non, je pense, ce que je voulais dire simplement, c'est que cette problématique de coûts de travaux par rapport au loyer, elle concerne aussi beaucoup de particuliers, parce qu'on est dans des villes aujourd'hui où on a l'encadrement des loyers qui vient s'ajouter. Donc avec des propriétaires, quand on parlait de ces interrogations et de ces craintes, c'est-à-dire que beaucoup de propriétaires aujourd'hui ont d'un côté des charges travaux qui risquent d'exploser, et en même temps
un encadrement des loyers qui leur interdit d'augmenter le loyer, ou en tout cas de dépasser un certain niveau de loyer, ce qui rend en effet aussi leur situation très compliquée. L'équilibre financier, il devient très précaire pour certains là. Édouard Barthès, vous travaillez avec votre groupe EBS, forcément avec aussi des bailleurs sociaux qui sont des dossiers extrêmement lourds à monter et qui mettent beaucoup de temps. Absolument, et j'ajoute aussi avec une contrainte de travailler en milieu occupé, parce qu'on a je vais y arriver, des habitants à l'intérieur du logement, donc ça rend la tâche encore plus difficile. Mais effectivement, on accompagne des bailleurs sociaux et je crois que ça a été assez bien souligné, qu'une problématique qui est très concrète avec des habitants qui devront avoir un logement décent pour la prochaine décennie, qui sont présents, qu'on ne peut pas forcément reloger pendant le temps des travaux, avec des loyers qu'on ne pourra pas augmenter et des investissements qu'on doit réaliser sur ces mêmes logements. Donc l'équation rend le problème difficile. Ceci étant, il y a des aides. J'ai envie aussi de rappeler les certificats d'économie d'énergie que les bailleurs sociaux utilisent beaucoup sur des travaux d'isolation de combles, de calorifuges, de planchers, de murs. C'est une réelle aide privée versée par les fournisseurs d'énergie qui leur a permis d'entreprendre énormément de travaux. Et effectivement, en allant plus loin, ils ont, je crois, aussi des aides effectivement régionales, nationales, européennes, qui leur permet effectivement d'entreprendre une réhabilitation du parc. Mais les enjeux là aussi sont considérables. Et moi, ce qui m'interpelle, certains bailleurs, pour avoir échangé avec eux, se sont carrément posé la question de raser le logement pour reconstruire des logements neufs. Ah oui. Absolument, parce que ça pouvait parfois dans certains cas coûter moins cher. Donc on est sur évidemment des régions plus décentralisées avec un coût du mètre carré bien moindre, mais parfois la question se pose. Même aujourd'hui. Et vous restez avec nous puisque on parle de rénovation, on parle aussi de travaux. Est-ce qu'on est armé pour faire tous ces travaux? Est-ce qu'on est formé? Est-ce que on parlait de chantiers énormes? Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce que finalement, avec la crise de l'énergie, avec la montée des matières premières, des prix des matières premières, on va en parler dans quelques instants avec Philippe David sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 20h et on parle de cette rénovation énergétique. Et merci d'être avec nous et merci de votre fidélité. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On est ravis d'être avec vous et essayer de vous éclairer sur ce sujet très vaste de la rénovation énergétique. Et avec nos invités, Édouard Barthès est avec nous, fondateur et président du groupe EBS et président de Symbiote Mouvement, syndicat multibranche des industries et des opérateurs de transition énergétique, avec le nom le plus long du monde. Je vous remercie, Édouard Barthès, pour tous ces mots en une seule phrase. Laetitia Caron est avec nous, directrice générale de PAP, et Mathieu Neudonchel, qui est directeur général du groupe CISN à Saint-Nazaire et vice-président de Procidis Logement Social, 60 000 logements sociaux. On va revenir sur ces tarifs parce que on parle beaucoup forcément, une fois que vous avez fait, on vous a dit que votre logement était pas insalubre, mais en tout cas une passoire énergétique et qu'il faut faire des travaux. On se dit aujourd'hui, avec l'augmentation des tarifs, avec la crise énergétique, avec le problème de personnel, est-ce que Édouard Barthès, à un moment donné, il faut adapter les primes et augmenter les primes en fonction de la montée finalement du prix des travaux, parce que ça c'est un problème aussi. C'est-à-dire que les primes sont les mêmes, et sauf que les matières premières et les matériaux ne cessent d'augmenter. Alors, à titre personnel, puisque là je vais donner un point de vue qui m'est personnel, et je crois profondément que les gens aujourd'hui n'ont pas envie de payer des travaux de rénovation énergétique. Quand on prend le budget d'un ménage, on a des gens qui gardent une partie du budget pour partir en vacances, pour payer des études à leurs enfants, pour changer la voiture, mais qui aujourd'hui n'ont pas envie de payer les travaux de rénovation énergétique. En parallèle de ça, ce qui a le mieux fonctionné dans notre secteur, si on prend les 10 dernières années, c'est les travaux d'isolation de combles qui ont été financés à 100%. On n'a jamais massifié, on n'a jamais fait autant de travaux de rénovation, puisqu'entre 2019 et 2021, plus de 2 millions de ménages, donc 2 millions de maisons, ont bénéficié de travaux d'isolation de combles à 1 euro. Ah oui, ce qui est pas mal, ce qui est énorme quand même. Ce qui est gigantesque. Et toute une économie s'était construite avec des sociétés, des industriels, de la formation. Donc il y avait véritablement un enjeu qui a été réussi. C'est une belle victoire et je pense qu'il faut le rappeler. Pour autant, je pense que les dérives sont arrivées parce que le niveau
des aides était trop important. On n'avait pas une problématique de couverture de travaux. Vous n'allez pas vous faire des amis, vous. Non, mais je pense c'est important d'être précis. Parlons vrai. Le niveau d'aide était trop important. On n'avait pas des dérives parce que les travaux étaient financés à 100%. Les éco-délinquants, les sociétés opportunistes travaillent avec des marges qu'assez peu de gens ont l'habitude de pratiquer, des marges très importantes. Et ce n'est pas le fait d'avoir des travaux qui soient financés à 100% la véritable problématique. La véritable problématique, c'était que c'était financé à 100%, mais on donnait beaucoup trop d'argent pour ça. Et donc, il y a un niveau de régulation à avoir, de façon à ce que les gens aient un très faible reste à charge aujourd'hui à avoir pour faire des travaux. Donc, caler en fait le bon niveau d'aide, pour que les entreprises puissent déduire les aides de façon à ce que le particulier ait un reste à charge très faible et le bon niveau d'aide pour éloigner, chasser les éco-délinquants qui y verraient que de l'opportunité quelque part et qui pourraient faire des travaux de rénovation et le lendemain aller vendre des téléviseurs et le surlendemain venir faire animateur radio par exemple. Il nous traite d'escroc. C'est un métier malhonnête, merci de nous le dire. Coupez-lui le micro. Benoît, on coupe le micro là. Une question, Mathieu Nedonchel. On parle de 1 000 € de coût par mètre carré quand on a comme vous de travaux, quand on voit que vous avez 60 000 logements, des chiffres comme ça doit faire peur, non ? Bien sûr. Alors c'est des chiffres quand même qui sont assez importants. On est historiquement plutôt sur des coûts de 30 000, 35 000 € au logement dans des rénovations qui sont généralement pas uniquement énergétiques. C'est-à-dire qu'on profite de ces rénovations pour refaire des salles de bain, reprendre un certain nombre de travaux, pour tant qu'à faire d'intervenir, autant avoir des packages plus complets. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on a retardé les programmes les plus complexes. Donc et on va se rapprocher de prix plus importants, de 50 000 €. Effectivement, c'est des chiffres qu'on a. Donc, si vous prenez une moyenne de 60 mètres carrés, avec vos 1 000 €, on retrouve les 60 000 €. C'est quand même dans les cas les plus complexes. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que, enfin, quand je vous entends et quand je vois les heures et les dates arriver, je me dis, est-ce qu'on va être prêt en fait à un moment donné? Est-ce qu'il va pas falloir des dérogations spéciales ou spécifiques pour des bailleurs sociaux? Vous avez 60 000 logements, mais il y en a d'autres qui en ont d'autres. Quand je vois les matériaux qui n'arrivent pas, ce que je disais tout à l'heure, les problèmes de personnel, est-ce qu'il va falloir trouver des dérogations d'une manière ou d'une autre? Non, tout à fait, c'est un vrai sujet. C'est derrière la filière industrielle, comment elle va se structurer pour pouvoir faire face à ces chantiers qui sont gigantesques. On est aussi bailleurs sociaux concernés par les copropriétés. Depuis la loi SRU, début des années 2000, on se retrouve propriétaire d'un certain nombre de logements qui sont dans des copropriétés, avec les questions que vous avez soulevées, c'est-à-dire d'entente entre les différents copropriétaires qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Donc ça va aussi retarder un certain nombre de prises de décision. Et effectivement, votre interrogation est plus que légitime, c'est vraiment le défi énorme qui est face à nous. Il y a une chose terrible, outre les bailleurs sociaux, c'est pour les locations saisonnières, puisque le ministre a annoncé qu'elles seraient touchées, et dans les stations de ski, c'est la panique. Laetitia Caron. Alors oui, en effet. En plus, on y va en général quand il fait froid dans les stations de ski. Déjà, c'est ce que j'allais vous dire. Les stations de ski, elles sont quand même très impactées par les problématiques, notamment de froid. La montagne, ça vous gagne. Mais c'est vrai que beaucoup de stations de ski ont été construites dans les années 70, 80. Beaucoup de bâtiments sont concernés. Enfin, des stations, par exemple, je vais donner l'exemple de Isola 2000. C'est une station, 90% des logements sont classés F ou G. Donc ça veut dire que ce sont des stations entières qui, à l'horizon 2025-2028, pourraient se voir intégralement interdites de location. C'est assez fou. Donc avec tout ce que ça implique aussi de propriétaires pour qui c'est parfois des compléments de revenus, c'est encore une fois souvent des gens qui sont petits propriétaires et qui louent en saisonnier, ça leur fait des compléments de revenus et qui se posent beaucoup de questions. Et puis évidemment à l'échelle de la station, c'est un vrai enjeu. Comment on peut imaginer des stations entières qui vont demain peut-être ne plus pouvoir accueillir de touristes. Mais il faut penser forcément à toutes ces questions. Édouard Barthès, est-ce que en tant que syndicat, vous, vis-à-vis forcément du législatif, et vous pouvez peser justement pour changer les choses? Alors le petit porteur peut-être pas, mais en tout cas on en parlait avec les bailleurs sociaux, de se dire qu'il faut trouver des solutions, et même si l'Europe nous impose des choses, il y a un moment donné localement il faut qu'on s'organise. Alors nous le rôle du syndicat, pour rappel, est d'être une
l'interface entre les sociétés qui réalisent des travaux et les pouvoirs publics qui légifèrent. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. Ce qu'on observe, c'est que... Alors moi, je suis assez positif sur la question. Je pense que la chaîne est prête aujourd'hui et on a fait énormément d'études. Les industriels sont prêts. On a la chance d'avoir le leader mondial du bâtiment en France qui est le groupe Saint-Gobain, par exemple. Donc ça veut dire qu'on est assez formé, on a assez de... Alors il y a des enjeux de formation après pour aller réaliser des travaux de rénovation énergétique, on est d'accord, mais globalement la chaîne est prête. Ce qu'a besoin en fait l'ensemble des opérateurs et l'intégralité de la chaîne, c'est d'avoir un cadre clair, réglementaire, de façon à pouvoir se projeter, à réaliser des investissements sur 4, 5, 10 ans et être en capacité vraiment d'avoir un cadre réglementé et qui ne bouge plus. Est-ce que régionalement, par exemple, on travaille souvent sur des régions, il y a des aides sur certaines régions qu'il n'y a pas ailleurs. Est-ce que ça aussi, ce qui met un petit flou, est-ce qu'il ne faudrait pas unifier tout ça, le rendre plutôt universel? Absolument, c'est ce qu'on réclame nous depuis 3 ans désormais, c'est d'avoir un cadre réglementaire clair, des aides fixes, bien dosées, on en a parlé, donc pas trop et pas assez, et surtout qu'on ait encore une fois le temps d'opérer. On a vu que systématiquement, quand on avait sur 2-3 ans des réglementations qui n'avaient pas bougé, comme pour l'isolation de comble à 1 euro, mais on avait une filière qui s'est structurée et on a fait 2 millions de logements. Donc moi, je suis assez positif sur le sujet. Quelque part, ce qui vient désorganiser la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est l'évolution permanente de la contrainte. On a très clairement des gouvernements qui se succèdent, des ministres qui passent et un cadre qui évolue en fonction du passage en fait des différents ministres, et ça devient intravaillable pour les professions. Les professionnels sont désorientés et aujourd'hui on a beaucoup de sociétés chez nous qui nous alertent parce que les chefs d'entreprise ne savent clairement plus où ils habitent. Le mot de la fin avec Mathieu Nenonchel, vous êtes d'accord avec ça? Il faudrait uniformiser en tout cas ces réglementations? Il faut les uniformiser. On a maintenant quand même une vision, je pense, assez claire avec les dates 25, 28, 34. Et on a aussi notre responsabilité, je pense, en tant que maître d'ouvrage social. C'est ce qu'on a fait en Pays de la Loire. On s'est réunis tous les bailleurs sociaux. On a identifié un certain nombre de logements à rénover pour faire des gros paquets et puis pour pouvoir offrir des possibilités aux industriels de pouvoir répondre de façon en investissant. Et donc, on a lancé cette démarche-là qui s'appelle Energy Strong et qui a permis effectivement à ceux qui ont répondu de constituer des usines en se disant, par exemple, j'ai un exemple en tête, ben voilà, moi, votre programme, votre première phase, elle va me permettre de financer la moitié de l'usine et après je prends le pari qu'avec la montée des rénovations, la filière va se structurer et que je trouverai mon marché. Donc on a ce rôle-là aussi, je pense, collectivement, de pouvoir initier cette filière et en donnant de la visibilité pour les acteurs. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup Mathieu Nedonchel, directeur général du groupe CISN à Saint-Nazaire et vice-président de Procidis Logement Social. Et merci beaucoup Laetitia Caron d'avoir été avec nous, directrice générale PAP, que vous connaissez bien sur Sud Radio. Le samedi. Bien sûr. Et puis Edouard Barthès, fondateur et président du groupe EBS et président de Symbiote Mouvement, ce syndicat multibranche des industries, des opérateurs de cette transition énergétique. Merci en tout cas de nous avoir éclairé de votre savoir et de votre expertise. On vous retrouve, nous, demain avec Philippe David à 17h pour Les Vraies Voix. Absolument, avec grand plaisir. Enfin, je sais pas, pour moi au moins. Avec qui? Avec vous. Bon, d'accord, très bien. Allez, passez une belle soirée. On se retrouve demain. Salut. Tout de suite, le Loft Music.